donc encore une copine de promo qui intervient sur les marques, je t'en prie, sur les marques et autres signes distinctifs. On a deux intervenantes. Isabelle Meunier-Cœur, qu'on ne présente plus, qui nous fait des jolies chroniques qu'on lit attentivement, avec toujours un peu d'humour sur le sujet, qui travaille au cabinet Placero. Donc je n'ai pas beaucoup d'informations sur Isabelle. J'ai oublié de répondre. Je lui laisserai donc se présenter. Je sais juste qu'on a beaucoup parlé ensemble de dinosaures, mais je doute que ce soit le sujet principal de son intervention. Donc elle nous dira plus précisément sur quoi elle va travailler. Et puis donc France Harmonie, qui était de ma promo, donc, qui a travaillé à l'INPI. On a travaillé un peu ensemble à l'INPI quand nous étions à Nanterre, mais qui, elle, en est vite partie. Elle a ensuite travaillé au service pays de Renault, au CEA, et ensuite, elle a intégré la société qui gère le droit de propriété intellectuelle de Philippe Starck. Et donc, elle va nous parler de son expérience en tant que juriste, notamment Marc, dans ce... Non, alors moi je ne parle pas pardon. de mon expérience. Alors on me fait des surprises. Oui, non. Parce que en fait, M. Starck n'aime pas trop qu'on parle de son activité, donc c'est assez confidentiel. Donc je ne suis pas allée sur le terrain de ma pratique professionnelle, contrairement à Laurence, malheureusement, je dirais, parce que c'était fort intéressant. Mais voilà, donc j'ai essayé de faire l'exercice d'actualité. Et donc, en matière d'actualité, on a essayé de faire un petit bilan, en fait, attendez. La notion d'usage. De la notion d'usage. Donc, si on remonte à la préhistoire, donc en 2015, et le paquet marque, comme c'est joliment dit. Jamais compris vraiment pourquoi on a appelé ça. Enfin, si, un peu, mais voilà. On a donc bien dû transposer donc, ce paquet marque dans notre législation nationale et donc par le biais donc, de l'ordonnance du 13 novembre 2019. Et cette modification quand même d'envergure du droit des marques a permis l'instauration donc d'une procédure administrative en matière d'action en nullité et d'échéance de marque. Procédure forcément prise en charge par qui? Par l'INPI. Et donc, je me suis intéressée donc, à la mise en place de cette procédure qui est devenue effective le 1er avril 2020. Donc, 1er avril 2020. C'était pas une blague, hein. Ben ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit non, ouais, c'est mais non, ils l'ont bien mis en place le 1er avril. Je ne sais pas qui a choisi la date. Bon, bref. Et, on la retiendra. C'est ça. Et donc, je me suis dit, 1er avril 2020, on est en septembre 2021. Tiens, si on faisait un petit retour sur ce qui s'est passé, comment vit cette nouvelle procédure. Alors, cette nouvelle procédure, c'est à l'encontre de quoi? Des marques françaises, bien sûr, puisqu'on est devant l'INPI, une marque française enregistrée, ou la partie française d'un enregistrement international, évidemment susceptible d'encourir la déchéance au sens de l'article L714-5 du Code de l'API. Qui peut agir en déchéance? Eh bien là... malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, toute personne physique ou morale sans avoir à justifier d'un intérêt. L'intérêt n'est-il pas de dégager les registres? On en reparlera. On n'est pas trop d'accord. Non. Et comment? Alors là, ça, c'est super simple. Là, vous allez sur le portail de l'INPI, dans e-procédure, et vous payez 600 €. Et voilà, vous êtes pris en charge, enfin, votre demande est prise en charge. Donc, je vais vous parler de bilan. Et effectivement, je trouve ça intéressant de faire un premier bilan sur la mise en place de cette procédure. Donc, malheureusement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 94 décisions à éplucher. Donc, bon, si j'avais su, je serais peut-être pas venue. Mais bon, donc je suis allée éplucher donc, ces 94 décisions. Alors, heureusement, une grande partie de ces décisions
on peut l'évacuer tout de suite parce que le titulaire de la marque contestée ne répond pas. Donc, ben voilà, l'INPI n'a pas trop de travail non plus. Il déclare la marque déchue et on n'en parle plus. Donc ensuite, j'ai noté 2 cas d'irrecevabilité. Un cas pour des questions de procédure, parce qu'il y avait déjà eu une saisine sur une affaire connexe devant le tribunal judiciaire de Marseille, donc l'INPI s'est déclaré irrecevable. Alors en rouge, les DC 20008 par exemple, c'est la référence aux décisions. Hein. DC aussi, c'est un trait d'humour. Pour la je sais pas, je me suis bon. Non mais l'INPI a décidé de mettre décès pour les marques. Bah, décision de déchéance, on n'est pas allé chercher très loin. Ouais, non, je sais, bah bon. Voilà, et aussi dans un autre cas où le demandeur à l'action avait pas bien su calculer les délais et en fait il a agi contre une marque qui n'encourait pas complètement la déchéance. Donc bon, voilà. Deuxième cas d'irrecevabilité. Il y a eu aussi pas mal de cas où le défendeur essayait d'invoquer un juste motif à la non-exploitation de sa marque en s'appuyant sur la Covid. Bon, ça, l'INPI n'a pas trop apprécié. Non, ça n'a pas été reçu comme un argument pouvant justifier la non-exploitation. Dans tous ces 94 décisions, il n'y a quand même qu'un seul déposant qui a réussi à sauver sa marque pour son intégralité, donc c'est quand même c'est un carnage. Ouais. on peut le dire, hein, c'est quand même pas simple de s'en sortir quand on est victime de cette procédure, je dirais. Et puis donc le reste des décisions va prononcer la déchéance de la marque contestée pour tout ou partie des produits visés en raison du défaut de preuve de l'usage sérieux. Donc c'est cette notion d'usage sérieux que j'ai essayé d'analyser. Donc effectivement, cet usage sérieux est bien défini par l'article L14-5 du CPI et j'ai trouvé intéressant de voir comment l'INPI lit cet article ou comment il le met en œuvre dans ses décisions d'action dans cette nouvelle procédure de déchéance de la marque. Alors, comment procède l'INPI? De ce que j'ai pu analyser, dans un premier temps, déjà, il va passer un premier tamis ou ce que j'appelle des prérequis. Il va vérifier que les éléments de preuve que vous apportez sont datés et relèvent bien de la période pertinente. Si tel n'est pas le cas, voilà, votre marque est déclarée déchue. C'est comme si en fait vous n'aviez pas répondu. Donc il y a un seul cas là, dans l'affaire Salavin où voilà, la personne avait tenté d'argumenter. Malheureusement, ces preuves étaient datées pour une période de temps qui ne relevait pas de la période pertinente. Et donc sa marque a été déclarée déchue. L'autre prérequis, avant de passer à l'analyse usage sérieux, c'est que l'INPI va vérifier que les éléments de preuve de l'usage portent sur une exploitation en France. Et puisqu'on parle d'une marque française, il faut qu'elle soit exploitée en France. Ou alors, petite exception prévue par le code de l'API, que les produits sont marqués en France pour partir à l'exportation. C'était le cas dans l'affaire Arsenal où les produits sont marqués en France pour être exportés en Russie. Et là, effectivement, les preuves sont considérées comme tout à fait acceptables. Alors, une fois que vous êtes passé avec ces 2 prérequis, on passe à l'analyse véritablement de l'usage sérieux. Alors déjà, il y a une première problématique, la problématique de l'usage. Alors, quand est-ce qu'on va estimer qu'il y a eu usage? Il faut prouver que vous avez bien fait un usage à titre de marque, que cet usage a été fait par vous ou avec votre consentement, que vous avez bien utilisé votre marque telle qu'elle a été déposée, ou, ok, le code le prévoit aussi, sous une forme modifiée, n'altérant pas son caractère distinctif.
Donc là, je vous ai mis toutes les petites décisions qui parlent de ces différents sujets, enfin qui sont intéressantes sur ces différents items. Donc, sur le pavé rouge, sur la forme quelque peu modifiée, il n'y a pas tellement de choses à dire. Et là, l'INPI est plutôt cool, c'est-à-dire que quand la marque est en verbal et qu'on apporte des preuves sous forme de logo, il n'y a pas de souci. Si elle était sous forme de logo, on met des petites mentions en plus à titre de slogan, il n'y a pas de souci, ça passe, pas de problème. Donc peut-être on n'a pas d'affaires aussi où il y avait vraiment beaucoup de formes très modifiées. Donc en tout cas, c'est bon, c'est passé. Alors où ça se complique, c'est un usage par son titulaire ou avec son consentement. Alors là, quand c'est par le titulaire, bon, ça va, ça ne pose pas trop de débat, mais alors avec son consentement, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des 3 décisions parce qu'elles sont quand même un peu rudes. Donc, avec son consentement, ça, on voit très bien quand il y a une licence. Donc là, le consentement, OK. Quand on apporte des preuves qui proviennent de son licencié, pas de souci. C'est admis, pas de souci. Quand on apporte des preuves d'une entreprise avec laquelle on a des liens, une filiale ou la société mère, pas de souci, là non plus. Bon, l'INPI accepte voilà, assez facilement et ne demande pas vraiment la preuve du consentement. Plus avant, disons. Le consentement est présumé. En revanche, quand on fait appel à des preuves de la part de tiers, on s'appuie sur des preuves communiquées, enfin via des tiers, avec lesquels qui n'est pas notre licencié ou c'est pas une filiale, etc. Là, ça devient plus compliqué et l'INPI devient un petit peu plus exigeant en termes de consentement, apporter son consentement. Ainsi, par exemple, si on dit simplement oui, j'atteste que j'ai autorisé X à vendre mes produits, ça passe pas. Il faut que cette autorisation soit corroborée par d'autres éléments qui permettent absolument de s'assurer du consentement véritablement donné par le titulaire des droits de la marque contestée. Voilà. Et donc, dans l'affaire Herman, il y avait notamment voilà, un petit souci parce que le titulaire de la marque contestée invoquait en fait des produits d'occasion, vendus sur le marché de l'occasion. En disant, vous voyez, ma marque a été exploitée, c'est de la seconde Inde, vous voyez ma marque, etc. Et là, l'INPI a dit, ça va être un petit peu juste quand même, parce que, grosso modo, ok, vous pourriez éventuellement faire valoir cet usage, mais sous réserve que vous démontriez, vous aviez eu un rôle actif dans ce marché de seconde Inde. C'est-à-dire que si effectivement j'ai un sac Chanel... Chanel, c'est un mauvais exemple parce que c'est pas une marque qui va être déchue demain, mais voilà, de seconde Inde, je peux pas dire, vous voyez, ma marque, elle est exploitée parce que Madame X vend son sac à main d'occasion. Non, il va falloir que je montre que j'ai mis en place peut-être un réseau d'occasion, de vente d'occasion de mes produits pour continuer à faire vivre ma marque. Donc là, il faut faire attention quand on veut invoquer des produits de seconde Inde, je dirais. Et puis alors, donc, pas mal de décisions et de débats sur quand est-ce qu'il y a bien un usage à titre de marque. Alors évidemment, là, ça devient parfois un peu compliqué quand le titulaire de la marque a pour dénomination sociale la marque et qu'en plus il vise des services. Alors là, évidemment, le demandeur à l'action va dire, non, oui, vous amenez des preuves, mais grosso modo, vous prouvez l'usage de votre dénomination sociale, mais pas un usage à titre de marque. Donc là, il y a pas mal de décisions sur ce sujet, pas mal de débats. Et l'INPI, là, va procéder par faisceau d'indices et surtout, en fait, il va rechercher si quelque part, le titulaire de la marque a essayé de créer des liens entre le signe qui va être utilisé, par exemple, sur un site internet ou dans des brochures, et des produits. À partir du moment où on arrive à faire un tel lien, à ce moment-là, l'INPI est plutôt sympa et considère qu'il y a bien usage à titre de marque.
dans toutes les décisions, il y a une décision qui concerne Gabriel, où l'INPI, là, a dit non, là, je refuse de considérer qu'il y a usage à titre de marque. C'était donc Gabriel de la société Chanel. Chanel essayait de dire, ben voilà, Gabriel est utilisé pour des rouges à lèvres, parce que, vous voyez, sur l'emballage, il y a écrit rouge coco, Gabriel 444. Et l'INPI a dit, ah non, mais attendez, là, Gabriel 444, ça ne vise pas une marque, ça vise simplement une teinte que vous avez appelée Gabriel 444. Et donc, il n'y a pas d'usage à titre de marque pour des rouges à lèvres. Ouais, ça peut être dur. Et Chanel aussi a fait les frais aussi également de rejet, parce qu'elle tentait, la maison Chanel tentait de dire que Gabriel Chanel sur des lotions pour le corps valait usage pour Gabriel, pour la marque Gabriel, parce que c'était écrit Gabriel Chanel sur la même police de caractère, sur la même ligne. Et là, l'office a dit ah non, désolé, mais là, en marquant Gabriel Chanel, vous vous référez à la fondatrice de la maison mère et vous ne faites pas un usage à titre de marque de votre marque Gabriel. Donc, voilà. Bah, il y avait non seulement ça, et puis aussi quand on utilise Gabriel Chanel, c'est une forme quand même qui modifie le caractère distinctif de la marque Gabriel, sinon ça voudrait dire que Chanel ne vaut rien. Donc, ça serait se tirer une balle dans le pied. Ouais, ils ont pas motivé comme ça, mais effectivement, pour moi, c'était une forme altérée. Ouais. Oh, ben oui. Ouais. Donc voilà. Mais en règle générale, si vous arrivez vraiment à créer un lien entre la marque et les produits, par un biais quelconque, ça va être considéré comme un usage à titre de marque. Ce qui est assez étonnant, ce qui est assez rigolo, c'est que l'INPI, par exemple, note que lorsque vous mettez, par exemple, sur des brochures, le petit R, qui n'a aucune valeur en soi, hein, dit « Ah, bah, vous voyez, effectivement, ça montre que le titulaire a voulu valoriser sa marque en mettant un petit R. » Alors, ça veut dire, tout en rappelant qu'évidemment, ça n'a aucune valeur juridique. Donc, il va peut-être avoir une inflation des petits R, puisque finalement, l'INPI, quand même, en tire des conséquences plutôt positives pour les titulaires de marque. Alors, une fois qu'on a un usage, encore faut-il que cet usage soit sérieux. Alors là, c'est écrit en tout petit. Et je vous l'ai mis juste comme ça pour que ça puisse vous servir, le cas échéant. Et je vous ai mis un petit nuage parce que je trouve que la définition de sérieux, c'est difficile à définir. Et ça flotte. C'est vraiment une notion flottante entre plusieurs eaux, je dirais. La notion de quantité, la notion de durée et la notion de circonstances un peu particulières. Alors, j'ai mis un soleil pour vous dire quand même que l'INPI était plutôt sympathique. Et vous voyez, il y a quand même majoritairement, une majorité de décisions où elle a statué dans des cas où, honnêtement, c'était un peu mitigé. Et le sérieux, c'était quand même un peu moyen. Et elle a quand même reconnu le caractère sérieux. Et puis, quelques décisions où, effectivement, là, la foudre a frappé et je l'ai trouvé un peu sévère ou peut-être juste, je ne sais pas. Mais par exemple, la société STZ qui a approuvé la vente de 158 vêtements dans une seule boutique. Là, l'INPI a dit non, là quand même, c'est vraiment pas sérieux. On peut pas considérer vos preuves et vos vêtements sont... Si c'était des vestes en vison, peut-être, mais si c'était des paires de chaussettes, pas du tout. Et donc voilà, c'est l'INPI en fait a tendu une perche en disant si j'avais eu peut-être plus d'éléments, j'aurais peut-être pas statué comme ça. Et c'est vrai que par exemple, on voit dans l'affaire Véronèse, où dans l'affaire Véronèse, il y avait 40 factures sur 3 ans. C'est pas top, hein, on va dire. Mais là, Véronèse a eu l'intelligence de dire écoutez, moi, je fabrique des miroirs, des lustres de très très grande qualité. Qui vise le marché vraiment du haut de gamme, du luxe,
et qui ont un caractère artisanal. Donc, j'en fais pas tous les jours. Donc, 40 factures, c'est déjà pas mal. Et effectivement, là, l'INPI la suit dans ce raisonnement, estime que finalement, effectivement, 40 lustres en cristal taillés par un artisan, c'est bien. Donc, voilà, l'INPI a vraiment une approche très, très pragmatique. Alors, je ne sais pas si on a vraiment le temps, je ne vais pas tout dire. Enfin, si vous avez des questions plus avant sur cette notion de sérieux, on peut creuser plus, mais je ne veux pas... Hein? Il est content, Yannick. Je vais pas m'étendre plus. En tout cas, oui, en conclusion, je dirais que je trouve que à la lecture de toutes ces décisions, l'INPI fait une application vraiment très consciencieuse et organisée des textes et de la jurisprudence européenne en matière de déchéance et a une appréciation très pragmatique et je trouve finalement bienveillante. Hein. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais qui, à mon sens, ne suffit pas à gommer la question de l'opportunité d'une telle procédure. Moi, vraiment, quand j'ai vu arriver cette procédure, j'avoue que j'étais extrêmement soucieuse parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, moi, j'ai à défendre Philippe Starck, la marque Starck. Et la marque Starck, elle n'est pas exploitée de manière super continue. On fait parfois, je sais pas, 4 vélos. Après, on fait des presses agrumes. Et donc, voilà, ça va pas être évident de défendre cette marque. Alors qu'il y a eu des investissements depuis très longtemps. Et bon, voilà. Et un autre argument pour me dire que je m'interroge vraiment sur l'opportunité d'une telle procédure, c'est que à la lecture de toutes ces décisions, honnêtement, il y a beaucoup de règlements de compte. Hein, c'est des procédures revanche, en fait, parce qu'un licencié a vu sa licence être résiliée. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va attaquer le titulaire de la marque qui a résilié son contrat. Bref, des petits règlements un peu comme ça de tu m'as attaqué en contrefaçon, je vais dégager tout ton portefeuille de marque. Voilà. Donc, ce qui avant, je trouve, pouvait s'arranger très bien avec des accords de coexistence, là, on va peut-être aller plus vite, plus rapidement vers ce genre de procédure. Donc, est-ce que c'est bien nettoyer les registres ? Ouais. Moi, je trouve qu'ils étaient très bien comme ça. Et quand on a un petit souci, on s'accorde. on règle, on fait des petits accords de coexistence. Mais je crois qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Et juste sur la question de l'opportunité, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement du fait de cette procédure, on est à mi-chemin avant une prochaine étape qui serait un contrôle par l'INPI de la disponibilité du signe. Et pour le coup, cette procédure de déchéance, comme c'est appliqué au Japon, est absolument nécessaire pour éviter qu'il y ait un verrouillage total par des marques qui sont plus utilisées ou qui ont été déposées de façon invisible. Moi, j'ai l'impression que vraiment cette utilité de cette procédure prendrait tout son sens si on va encore un petit peu plus loin et si on donne encore un petit peu plus de rôle à l'INPI. Je ferai remonter. Je ne sais pas. Moi, je trouve que par exemple le système aussi américain qui effectivement de manière régulière permet au titulaire de faire un peu le point sur sa marque et de dire voilà, j'exploite pour ça, pour ça. Mais même avant, même lors de l'enregistrement où on peut pas déposer médicaments, sauf à apporter la preuve concrètement lors du dépôt ou au moment de l'intention d'usage. Si on est à même, si c'est une marque ombrelle qui va être sur tous les produits, à défaut de quoi, ça sera médicament hépatique. Logiciel aux États-Unis, c'est pas possible. C'est un logiciel de comptabilité analytique. Ouais. Et on rentre dans les détails. On va pas jusqu'à chaussette droite et chaussette gauche, mais on n'est pas loin. On est trop large sur les libellés. Au Japon, vous parliez du Japon, si on met des classes qui n'ont strictement rien à voir philosophiquement parlant, l'office japonais va nous dire, enfin non pas philosophiquement, commercialement parlant, il va nous dire, vous êtes vraiment sûr que vous allez vendre des réfrigérateurs et des bicyclettes ?
Et si on n'est pas capable de justifier dans son business plan qu'on peut l'intégrer, ça saute. Donc c'est parce que France, tu dis c'est embêtant pour Félix Stark qui exploite pas forcément. Le problème est que quand on fait des recherches d'antériorité, parce que tous les jours on a des clients qui veulent déposer des marques, et quand au bout de la 10e on lui dit c'est toujours pas disponible, bah, c'est un peu embêtant parce que c'est pas possible. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait une recherche d'antériorité, vous savez déjà que ça n'est pas disponible. Ouais. Il faut savoir juste si ça n'est pas complètement pas disponible, ou s'il y a une petite voie de passage pour négocier des accords, tu en tuer 2 ou 3, enfin, donc c'est compliqué, il faut avoir des talents de contorsionniste. Donc ce type de dégagement au bazooka, moi, ça me plaît bien. Et juste, enfin, j'ai pas eu le temps de le dire, mais effectivement, il y a une problématique. C'est trop long. Juste 2 secondes, je l'évoque. Un peu. Ah, juste j'évoque, c'est la problématique des preuves qui sont rapportées pour des produits qui ne sont pas visés en eux-mêmes dans le libellé. Et donc, ça, l'INPI, effectivement, est confronté à un vrai exercice de contorsionniste pour savoir... je m'explique, par exemple, c'était dans l'affaire Hyundai, je crois. Oui, donc ils ont apporté des preuves pour des équipements d'affichage, des écrans tactiles, sauf que il n'y avait pas ça dans leur libellé. Mais en revanche, dans leur libellé, il y avait équipement informatique? Non, il y avait écran plasma. Écran. Ouais, voilà, panneau afficheur plasma, merci. Panneau afficheur plasma. Et donc là, l'INPI a dit oui, bon, ben ok, les équipements d'affichage, les écrans tactiles, ça permet de valider panneau afficheur plasma, même si vos produits n'utilisent pas la technologie plasma. Donc ça, c'est quand même je trouve, un peu étrange. Alors que, en revanche, la société Gelox avait prouvé l'usage de la marque Gelox pour un médicament pour brûlure d'estomac. Et là, ça ne permet pas de valider produits pharmaceutiques. Bon, on peut peut-être comprendre, c'est pas assez précis, produits pharmaceutiques. Mais là, ils se sont fait dégager leur marque complètement pour produits pharmaceutiques, à l'exception des médicaments à usage humain. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un peu un exercice intellectuel, je trouve, parce qu'on va perdre des choses... parce qu'on ne peut pas justifier de la marque, et donc on ne va plus avoir que des médicaments hépatiques. Sauf que lorsqu'on va intervenir contre quelqu'un qui aura un médicament ophtalmologique, on va se dire, quand même c'est différent. Eh ben non, parce que la jurisprudence considère que ce sont des produits similaires, susceptibles d'être commercialisés par les mêmes entreprises. Donc vous le perdez dans le libellé de votre marque, mais le champ d'action de cette dernière n'est pas forcément amputé totalement de ça. Oui, parce que composition chimique à destination de la santé, commercialisée dans les mêmes entreprises, susceptible d'être prescrit par les mêmes gens, enfin c'est... Voilà. Ça n'a pas marché. C'est assez proche. Donc voilà, là je cède totalement ma parole. Bon, eh bien merci. Donc Isabelle, c'est votre tour et je vous laisse vous présenter du coup. En fait non, parce qu'il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'intérêt. Donc j'attaque le vif du sujet. Et France avait parlé de la procédure de la déchéance avec les preuves d'usage. Et moi j'ai pris la procédure en nullité, deuxième grande nouveauté de ce paquet marque, accessible aussi depuis le 1er avril 2020. 3 parties, classiques. En premier lieu, on va avoir des aspects procéduraux, puis le fond des dossiers avec les motifs juridiques qui sont recevables, absolus et relatifs. Et pour finir, sur une petite partie, le dispositif financier des décisions. Alors, la déjudiciarisation de l'action directe
en annulation, moi je considère que c'est une excellente chose, donc, en accord avec les objectifs qui sont affichés, à savoir une prise de position rapide et peu coûteuse. Rapide, toutes les décisions, j'en avais un peu moins que toi, j'en avais 64 depuis donc l'ouverture. La durée moyenne, c'est 10 mois, 10-11 mois, et le coût, c'est 600 € le premier motif d'invalidation, et si vous rajoutez des par droit antérieur utilisés, additionnels, c'est 150 €. À titre de comparaison, quand vous faites une procédure en invalidation devant le IPO à l'Alicante, c'est 630. Par contre, c'est quel que soit le nombre de motifs utilisés, le nombre de droits. Alors cet outil juridique, moi je le considère fabuleux parce que ça permet de se débarrasser des marques gênantes. Et maintenant, il faut quand même prendre en compte le fait qu'il s'agit d'un instrument légal, ça reste un instrument, avec des règles de fonctionnement précises, parfois complexes, et qu'il y a lieu de les comprendre et les maîtriser parce que sinon la porte qui s'ouvre en grand, elle risque de se refermer sur les doigts de celui qui la pousse en dilettante avec la fleur au fusil. Et on va examiner quelques petites choses trappes dans lesquelles sont tombés les pionniers de cette procédure. En premier lieu, il faut apprendre à différencier les outils. Ainsi, il y a un demandeur. Alors, j'ai pas de PowerPoint, qualificatif dinosaure. J'ai toutes les références des décisions. Je ne vais pas les dire là parce que ça va prendre trop de temps. Il y en a une seule, cabinet Placereau IP, Meunier-Coeur, je vous les donne. Okay. Alors, il est tout à fait non judicieux et même parfaitement inadéquat pour un demandeur en nullité de fournir un mémoire dans lequel, je cite, la personne considère qu'elle fait opposition, demande la nullité et la déchéance de la marque litigieuse qui fait préjudice à la mienne tant sur l'activité que sur le nom. C'est un petit package des trois types de contestations qu'une marque peut subir, ça ne va pas. Alors, pour des raisons de nature juridique, on reprécise que opposition et action en nullité sont absolument incompatibles, puisque la première, c'est avant l'enregistrement de la marque qu'on souhaite dégager, et la seconde, elle ne peut être dégainée qu'après enregistrement. Or, faute de respect de cette articulation, la division d'annulation, il y a un certain nombre de décisions, parce que les gens étaient trop pressés de faire une procédure en nullité. Non, tu aurais pu faire une procédure en opposition. Donc, c'est rejeté. Il résulte aussi de l'article... Il résulte aussi de l'article 4 d'une décision 20-20-55 du directeur de l'INPI qu'une demande ne peut pas viser à la fois nullité et déchéance. Donc là aussi, il faut choisir. Et si on veut utiliser ces deux fondements et prendre la marque cible en tenaille, on peut parfaitement faire, mais il faut faire les deux procédures. Et je me permets au passage de citer l'article 3 de cette même décision 20-20-55 du directeur de l'INPI afin de laisser l'analyse de son contenu à votre sagacité. On parle de demande en nullité. Toutes les mentions requises lors de la procédure doivent y figurer. Normal. À l'exception de celles étrangères à la procédure. Et là, j'ai bugué un moment et je ne sais toujours pas ce que veut dire cet article 3. S'il y en a qui savent ce que ça veut dire, bon, ça m'aiderait. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que pour les étourdis ou les apprentis contestataires, mal emmancher sa requête en annulation, ce n'est pas rédhibitoire en soi parce qu'on a un joker. L'office doit en effet obligatoirement notifier le motif d'irrégularité et laisser un délai pour potentiellement le régulariser. Et l'INPI est assez ouvert sur les modalités de remise sur le bon chemin de la procédure en question. Ainsi, dans le dossier de notre touriste qui avait cumulé les requêtes en opposition d'échéance et nullité, il avait aussi tout simplement omis de préciser sur quelle base du droit il intervenait et sur laquelle produit aussi il fondait son action. Ce qui faisait pas mal. L'office va quand même relever le grief d'irrecevabilité parce que le demandeur va rectifier sur les deux derniers points. Tel est mon droit et voici les produits et services que j'invoque. Mais il reste quand même que certaines irrégularités sont non réparables
et notamment lorsque le demandeur présente à l'office des requêtes qui sont manifestement hors du champ de sa compétence. Et c'est la limite légale de la compétence de l'INPI. Et une intervenante parlait de blockchain tout à l'heure. Il y a un demandeur sur la base de sa marque blockchain a fait à peu près 8 demandes en nullité pour contester différents dépôts avec le terme blockchain. Demandes toutes rejetées par l'INPI pour les raisons suivantes. Il faut bien avoir en tête que le but d'une action en nullité, c'est l'obtention de la radiation, de l'invalidation de la marque, partielle ou totale. Et qu'on considère qui a été enregistrée à tort pour une raison ou une autre, et la liste des raisons, elle est limitée légalement. Mais il n'y a pas d'autre chose à attendre de l'INPI dans le cadre de cette procédure. L'INPI n'est pas un tribunal. Et donc, on ne peut pas lui présenter des requêtes du type prononcer une interdiction d'usage sous astreinte ou je veux tel montant de dommages-intérêts pour réparation du préjudice. Et le propriétaire de la marque blockchain avait fait ces 2 demandes. Notification d'irrecevabilité. Et là, le demandeur répond qu'il renonce à ses motifs relatifs sur les demandes de condamnation pécuniaire et qu'il se concentre sur les motifs relevant exclusivement de la compétence de l'INPI. Mais s'il abandonnait clairement les prétentions indemnitaires en réparation du préjudice, il n'était pas, pour le coup, clair sur le sort de sa demande initiale portant sur l'interdiction d'usage sous astreinte de la marque. Et la phrase « se concentrer sur les motifs relevant exclusivement de la compétence de l'Institut n'a pas été considérée par l'INPI comme une renonciation expresse aux prétentions initiales. Et pour ne pas avoir été clair et trop demandé à l'INPI, l'INPI s'est considéré non compétent. Parce qu'il a estimé que la demande pour se prononcer concernant les dommages-intérêts, eh bien, c'était hors de... Du coup, la nullité n'était que connexe à d'autres demandes. En résumé, il faut bien choisir sa procédure en fonction du statut de la marque cible. Elle est enregistrée ou pas encore. Et il ne faut pas être trop gourmand en termes de résultats. Parce que l'INPI ne peut offrir, encore une fois, qu'une destruction, totale ou partielle, de l'objectif en ligne de mire. Pas plus. Aussi, si on considère subir un préjudice dont on souhaiterait la réparation, en raison notamment, par exemple, de la présence sur le marché de produits contrefaisants, la voie de la procédure en nullité n'est peut-être pas la bonne. Et le tribunal restera préférable. Donc, il faut analyser la situation, les préjudices, et en fait, quels sont nos objectifs? Est-ce que je veux tuer rapidement un droit qui me fait mal? Ou bien est-ce que je veux me donner le temps de récupérer, avec la générosité qu'on connaît des tribunaux français, un certain montant de préjudice? La procédure en nullité peut, comme évoqué précédemment, se fonder sur plusieurs motifs. Encore faut-il que les droits antérieurs invoqués appartiennent au même titulaire. C'est le dossier Euro-pare-brise où là on a 2 droits qui sont invoqués, une dénomination sociale et une marque. Et la demande en nullité est présentée par 2 personnes physiques qui sont effectivement copropriétaires de la marque. Mais comme c'est très souvent le cas, on crée une société qui donc a la personne morale et qui a la propriété de ce nom. C'est Pygmalion, Galatée, elle vit sa vie, elle a le droit sur la déno sociale. Et puis ensuite, parce qu'on est dirigeant, on dépose la marque, mais à son nom. Et bien là, ça n'est pas possible parce que du coup, on a plusieurs parties et l'INPI ne peut pas accepter, même si c'est le même nom, parce qu'il y a des titularités différentes. Là, il y a pu y avoir possibilité de régulariser, tout simplement en abandonnant la dénomination sociale comme fondement, et en ne retenant que le droit qui était effectivement propriété des 2 demandeurs, à savoir la marque. Autre cas de figure, celui où 2 demandeurs se présentent comme co-titulaires d'un droit, mais qui ne leur appartient ni à l'un ni à l'autre. C'est le cas du dossier Institut Paul Bocuse. Alors, on a 2 requérants. Il y en a un qui s'appelle Institut Paul Bocuse Enseignement, et l'autre Institut Paul Bocuse Application.
et il décide de contester une marque déposée, Institut Paul Bocuse, enregistrée par un tiers. Mais au lieu d'initier soit une procédure, l'un ou l'autre, soit les deux, chacun la sienne, eh ben non, ils se mettent tous les deux et ils disent on est copropriétaire d'Institut Paul Bocuse parce que c'est la partie fondamentale de nos deux dénominations sociales. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a bien deux personnes morales différentes qui ont chacun un droit et on ne peut pas, même si la distinctivité des termes, application et enseignement est toute relative, il n'empêche qu'elles font partie de la dénomination sociale et que c'est cet ensemble qui est protégé. Et donc, là encore, rejet de la demande parce que c'est pas possible de le régulariser. Petite précision aussi en procédurale concernant la prescription. Nouveauté de la loi Pax, en réaction à un arrêt qui a fait grand bruit dans le domaine viticole, dit Cheval Blanc en 2017, ce dernier avait retenu une prescription quinquennale en disant que l'action en nullité de la marque était soumise à la prescription quinquennale. Eh bien, ça, c'est totalement... la législation invalide totalement cette prise de position, puisqu'on a l'article 716-2-6 du CPI, qui donne comme principe la non-prescription de l'action en nullité, les deux seules exceptions étant lorsqu'on fonde la demande en nullité sur la base d'une marque notoire, article 6 ter de la CUP, là, effectivement, il y a une prescription de 5 ans, ou bien si on si on conteste une marque, dont finalement il est prouvé qu'on a toléré sciemment l'exploitation pendant 5 ans, et là c'est le mécanisme de la forclusion par tolérance. Et illustration dans un dossier Château La Rose Bellevue, où en défense, le titulaire de la marque dont l'invalidation est requise opposait la prescription de l'action initiée par le requérant. Parce qu'il indiquait que cette action qui a été initiée en août 2020, alors que le motif de nullité invoqué par le demandeur était survenu en février 2000, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps, eh bien, il considérait que prescription quinquennale, ça n'avait pas lieu d'être. Rejet, bien évidemment, de ce moyen de défense, puisqu'on vient de voir l'article, et l'Office même enfonce le clou en indiquant qu'au regard de l'intention du législateur, eh bien, les demandes en nullité effectuées devant l'Institut dès le 1er avril 2020 ne sont soumises à aucun délai de prescription, sans disposition transitoire, quelle que soit la date de dépôt de la marque contestée, sous réserve des deux exceptions qu'on a vues, mais qui n'étaient pas concernées par la problématique. Fond du dossier maintenant, les raisons pour lesquelles on peut vouloir la disparition d'une marque, eh bien, elles sont multiples. Et même si certaines ne peuvent pas être invoquées via une demande en annulation devant l'INPI, notamment droit d'auteur, dessin et modèle ou les droits de la personnalité, la palette des possibles est encore très colorée. Et on a deux grandes familles qui justifient une démarche de mise à mort, et on a les motifs absolus, les motifs relatifs. Les premiers regroupent tous les motifs pour lesquels le signe enregistré n'aurait pas dû l'être, par non-respect des critères de fond qui définissent le droit de marque. Et ces motifs sont susceptibles du coup d'être invoqués par tout à chacun, car il en va de l'intérêt général, que ne demeurent pas sur les registres des titres qui n'auraient jamais dû y être. Les seconds, eux, protège des intérêts plus limités, puisque ça protège des intérêts de titulaires de droit, privés ou publics, nom d'une collectivité territoriale, propriétaire de marque, etc. Alors, les motifs absolus. On commence par les signes dépourvus de caractère distinctif et la descriptivité. Là, il faut faire très attention parce que dans de nombreuses décisions, les demandeurs en nullité ne font pas bien la distinction dans leur argumentaire entre absence de caractère distinctif et descriptivité. Bon, c'est pas très surprenant parce que d'abord, parce que ces notions se recoupent partiellement. Et puis, on ne peut pas leur en vouloir dès lors que la législation française elle-même a quand même mis un petit peu de temps, puisque c'est uniquement avec l'introduction de la loi Pacte qu'on a consacré l'absence de caractère distinctif comme un motif de rejet en soi. Avant, il était défini par la descriptivité ou d'autres éléments, mais il n'était pas en soi un critère de rejet. Pour bien comprendre et résumer, le caractère distinctif se définit comme le fait d'être composé d'éléments arbitraires
et de permettre le ralliement à une origine précise de commercial. Et schématiquement, on considère que l'intérêt qui sous-tend le concept de distinctivité, eh bien, c'est celui des consommateurs, pour justement qu'ils puissent faire ce lien et ne pas se tromper vis-à-vis de l'entreprise vers laquelle ils pensent aller en prenant un produit sous telle marque. Et par contre, la descriptivité, c'est plutôt un intérêt des professionnels qui, eux, à qui on doit assurer de pouvoir utiliser l'emploi de termes qui sont potentiellement utiles ou nécessaires pour leur activité. Alors, premier exemple de cette série, le cas de la marque Superpro. Alors ça, typiquement, quelle que soit la nature des produits ou services visés, l'acceptation à l'enregistrement de ce type de marque m'a toujours paru hérétique. Et la division de l'INPI, en opposition donc à la division d'examen, va confirmer ce point. Alors, revenant sur des décennies d'indulgence, parce que quand même, je suis désolée Yannick, mais l'INPI avait quand même welcome everybody, à peu près. Et coupable. Et l'Institut commence un travail donc de nettoyage lui-même et n'a pas à le cran d'invalider des marques qu'il avait acceptées au préalable. Alors, pourquoi l'invalidation? Superpro, superlatif, pro, abréviation courante de professionnel, simple indication d'une qualité très professionnelle des produits ou services. Tout le monde doit pouvoir dire qu'il est Superpro. C'est une marque verbale? Ouais. Ah oui. 2012. On nous dit, le consommateur, l'INPI nous dit, le consommateur percevra effectivement le signe dans son ensemble comme l'indication d'une qualité supérieure ou d'une destination professionnelle et non comme celle de l'origine commerciale des produits. Alors attention, pour en arriver là, l'Office s'est appuyé sur la documentation du demandeur en nullité. Et notamment, celui-ci avait fourni une copie d'une décision d'un tribunal prise avant le dépôt invalidé, tribunal français, qui avait invalidé une marque 100% pro, qui avait été nominale, enregistrée par l'INPI. Invalidation par le tribunal, et le demandeur dit, regardez, un tribunal français annule 100% pro, je vous demande simplement de faire la même chose pour Superpro. Et puis, il a aussi fourni beaucoup d'extraits de dictionnaires, d'articles, de sites internet, bien évidemment antérieurs à la date de dépôt de Superpro, pour montrer que même avant cette date, les gens étaient parfaitement capables de donner une signification parfaitement descriptive à ces éléments. Donc on retiendra que le résultat escompté, il ne faut pas s'en tenir à la position de l'INPI, mais il faut bien faire son travail de monter un dossier historique pour justifier ces éléments. Même sanction d'invalidation pour la marque Le Comptoir de l'Or, déposée en classe 14 pour des bijoux, des articles de joaillerie, etc. Même sanction pour le Comptoir National de l'Or, sauf que le propriétaire, dans ce cas-là, a pu sauver pour les lingots et je ne sais plus, oui, les lingots et l'or, parce qu'il est arrivé à prouver que pour ces deux produits, c'était une référence dans la matière et donc il avait acquis le caractère distinctif qui lui faisait défaut lors du dépôt. C'est une excellente illustration du fait que quand on se fait attaquer une marque pour défaut de caractère distinctif ou descriptivité, on peut la sauver si on arrive à prouver qu'avant la demande en invalidation, eh bien, on a réparé cette erreur baptismale en lui donnant le caractère qui lui faisait défaut à l'origine. Il est intéressant de noter que une marque, le signe trompeur, quelqu'un avait enregistré une marque Yendis avec en dessous une adresse 29 rue Cambon, Paris. Marque qui a été déposée classe 18 et 25, maroquinerie, bagagerie, vêtements, et qui a été cédée à un titulaire italien. Un luxembourgeois, dont on s'étonne du souci qu'il puisse avoir de protéger la capitale parisienne, mais bon, il l'a fait, demande une invalidation en disant « c'est trompeur, le type il est italien, et en plus, dans le libellé de dépôt, il n'y a rien qui
qui indique que les produits sont fabriqués en France ou d'origine française. Et la titularité étrangère, ça n'est pas une tromperie. On peut très bien, parce qu'il peut y avoir des contrats de licence ou ce genre de choses, donc ça, non. Mais le fait que les produits ne soient pas limités à fabriquer en France ou d'origine française, ça, effectivement, ça a été considéré comme un élément trompeur. Mais au lieu d'invalider la marque, alors que le titulaire ne s'est pas défendu, eh bien, l'INPI, d'office, a inséré cette limitation à la fin du libellé dépôt. Ce qui fait que on ne peut obtenir de réparation financière que si on gagne, mais que si on gagne totalement. Comme là, il n'a pas gagné totalement parce qu'il y a eu cette insertion, eh bien le demandeur, il n'a pas eu... non. Sans défense même sans défense. Voilà. Mauvaise foi, alors là, c'est facile. Quelqu'un avait déposé PS5 pour des trucs informatiques. Bon, il a suffi de... Alors bien sûr, dépôt, on invoque les marques de renommée, mais aussi la mauvaise foi, et ça a été retenu. Contraire à l'ordre public, c'est rare. La invalidation de la marque Gangbang Paris, ça me paraît normal. Pour les... Là, on n'a pas dit qu'il y avait une spécialisation parisienne de l'affaire. Pour les motifs relatifs, l'atteinte à la marque antérieure, attention, piège. Il faut se rappeler que... Non, il faut que j'arrête. Je suis désolé. Tant pis, il y a un piège. Je suis désolé. Ah non, mais... le piège, quand même. Tant pis. Merci.